Pour moi, c'est un grand bonheur de recevoir notre premier invité, le professeur Walter Wittich. Oui, M. Wittich a un parcours professionnel très, très impressionnant. Bonjour, M. Wittich. Bonjour, merci pour m'inviter. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Vous avez un post-doctorat en neurosciences. Est-ce que c'est bien ça? J'ai fait un doctorat en neurosciences à l'époque, oui, c'est ça. À l'époque. Parlez-nous de votre cheminement professionnel qui est pas banal. Ouais, c'est normalement, quand les gens me demandent des questions sur le déroulement de ma carrière, ils pensent de ma carrière académique, mais c'est déjà ma deuxième carrière. J'ai commencé originalement comme danseur classique, danseur du ballet. Et la fin de ma carrière s'est déroulée à Montréal. J'ai dansé avec Ballet Jazz de Montréal pour quelques années. Et après, j'ai décidé de recommencer ma vie dans un autre domaine et j'ai décidé de retourner à l'école. Ah. Et pourquoi vous avez choisi le domaine de l'optométrie, en fait? C'est votre grand secteur? Pour être complètement honnête, c'est un peu par hasard au début. C'était pas le plan initial. Au début, je pense, parce que c'est une deuxième carrière, on a déjà fait la retraite d'une carrière. J'ai eu peur, je pense que c'est tout le monde qui a peur de qu'est-ce qui se passe maintenant. Est-ce que j'ai besoin de relancer tout ça, où ça va? Et j'ai eu des plans très petits, comme devenir interprète ou traducteur ou quelque chose comme ça. Mais finalement, j'ai rencontré une professeure à l'Université de Concordia, Olga Overbury, qui travaille en déficience visuelle. Et on a décidé de travailler ensemble pour mon premier petit projet de recherche de premier cycle et je suis tombé en amour avec le domaine. À l'époque, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai visité son labo à l'hôpital juif et j'ai observé un examen initial en basse vision. Et la chose que j'ai trouvé fascinante, c'était un client de l'âge de 96 ans. 96? 96 avec ses deux filles, une de 65, une autre de 70. Et j'ai observé l'examen et j'ai réalisé la dynamique. Une des filles a compté toutes les erreurs et l'autre était excitée pour toutes les choses que la mère a réussi à faire. Et cette dynamique entre les trois, j'ai trouvé fascinant et j'ai décidé, wow, c'est ça que j'ai besoin à comprendre. Comment ça fonctionne, comment une déficience visuelle peut changer la vie et une famille dans ce cas-là, et comment améliorer leur façon de vivre et leur qualité de vie. Donc, vous avez été le premier certifié au Québec comme thérapeute en basse vision. C'est ça. On a une organisation dans les États-Unis présentement qui donne des certifications dans le domaine de basse vision. Malheureusement, ils ne sont pas encore arrivés au point de donner l'examen en français, mais on a des négociations de développer ça aussi. Présentement, c'est seulement possible de faire ce certificat en anglais. C'est quoi les priorités que vous avez actuellement? On va passer du côté de la recherche. Dans l'entrevue qu'on a faite pré-enregistrement, si vous voulez, on parlait d'une 50aine de recherches que vous avez devant vous. Quelles sont les priorités actuellement? Dans le début de développement de ma carrière, c'était vraiment concentré sur la déficience visuelle seulement, l'utilisation des aides techniques, l'ajustement à la nouvelle réalité de vie pour des interventions et des stratégies pour améliorer la vie. Mais éventuellement, j'ai aussi réalisé que la déficience visuelle ne vit pas toute seule. On a des cas plus complexes. Les personnes âgées ont plus qu'un problème. Et j'ai passé une partie de mes études pendant mon postdoctorat en audiologie. Et c'est à cause de ça, j'ai maintenant une de mes grandes priorités, c'est de comment développer un programme de réadaptation pour les personnes âgées où on a une déficience visuelle acquise et une déficience auditive acquis, parce que c'est deux des problèmes les plus prévalents, si vous voulez, chez les personnes âgées. Vous voulez me donner des exemples de recherches que vous menez avec vos étudiants, par exemple? Un problème, on a récemment publié, il y a 2 semaines, c'est l'utilisation du iPad comme un outil d'agrandissement pour la lecture. Et on était curieux parce que les iPhones, les iPads, toutes les technologies avec un écran tactile
sont utilisés partout. Ça veut dire qu'ils ne sont pas stigmatisés. Et les gens sont plus à l'aise d'utiliser comme ça, un truc comme ça en public parce que ça a l'air qu'ils utilisent les mêmes technologies que tout le reste du monde. Mais est-ce qu'on a des données pour déterminer si c'est assez efficace, par exemple? So, on a décidé d'évaluer une comparaison de iPad avec des aides qui existent présentement au centre de réadaptation et, c'est la bonne nouvelle, leur performance était à peu près égale. So, c'est juste une question de préférence de l'utilisateur. S'ils préfèrent d'utiliser l'iPad, probablement leur performance est égale avec ce type de technologie. Vous avez également fait des recherches avec des lunettes, je crois. So, on a une compagnie en Ottawa, s'appelle eSight, et eSight a développé un type des lunettes électroniques qui facilitent l'agrandissement et le changement de contraste pour améliorer la vision. C'est un peu comme une télévisionneuse portable pour les gens qui savent comment ça fonctionne avec une aide traditionnelle. Sauf maintenant, c'est à main libre parce qu'on porte les lunettes directement sur la tête et on peut utiliser ça facilement à plusieurs distances. Par exemple, c'est idéal pour les étudiants qui ont besoin de changer focus sur quelque chose à distance. Le professeur met quelque chose sur le tableau et maintenant changer pour regarder quelque chose proche dans leurs notes. Le truc eSight, par exemple, peut facilement changer le focus et d'ajuster l'agrandissement aux besoins. En préparant l'émission tout à l'heure, vous nous avez fait une différence entre l'optométrie et l'ophtalmologie. Donc, ce sont des champs de recherche complètement différents. On travaille ensemble, mais on a des priorités différentes, si vous voulez. C'est aussi la formation est différente. Ophtalmologie, c'est des médecins. Leur focus, leur priorité, c'est le traitement d'une maladie, le traitement physique, les chirurgies, les interventions avec des médicaments. Et l'optométrie, souvent, est plus basée sur la fonctionnalité de l'œil. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce que vous avez des capacités d'agrandir, de voir le contraste? La formation est un peu différente aussi. Et c'est réfléchi aussi dans le type de recherche qu'on fait. So, par exemple, si vous avez des questions de quelles sont nos priorités en déficience visuelle au niveau de la recherche, les priorités en ophtalmologie sont souvent concentrées sur les médicaments, les interventions et les chirurgies. Versus en réadaptation, on s'intéresse de stratégies et des approches et des aides techniques pour améliorer la fonctionnalité de la personne. Donc, quand on parle, entre autres, parce que c'est ce qui est le plus connu, la dégénérescence maculaire, vos recherches, ou enfin, touchent la réhabilitation et non le curatif. Exactement, c'est ça. On va faire une petite pause musicale et on est de retour avec notre invité tout de suite après. C'est l'émission Regard sur le monde sur Canal M. On est en compagnie du professeur, Dr. Wittich. Diane? Oui, très, très impliqué au niveau de la recherche. Il y a d'ailleurs une implication, j'imagine, internationale. Donc, au niveau mondial, il y a des recherches sur la déficience visuelle liée au vieillissement. Où est-ce que le Québec se situe dans ce map-monde? C'est une bonne question et c'est pas facile à répondre, mais je peux commencer avec l'image canadienne, si vous voulez. On a une situation très particulière au Québec parce que c'était la première province où la santé, réadaptation, déficience visuelle était vraiment intégrée dans les services couverts par les dépenses du ministère de Santé. Ailleurs au Canada, ça c'est relativement nouveau et ça veut dire le niveau de services disponibles au Québec est complètement supérieur qu'ailleurs au Canada. Le seul autre lieu en Amérique du Nord où on a un niveau de service comparable, c'est dans le Veterans Affairs dans les États-Unis aux militaires. Parce que pour eux aussi, tous les outils, les services sont couverts par leur service à l'intérieur du militaire, mais seulement pour les soldats et leurs familles. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, on a besoin de regarder qu'est-ce qui se passe dans les pays nordiques, en Europe, parce que c'est la deuxième place au monde où dans un système santé sociale, on a des services et des outils qui sont couverts et payés par le gouvernement, par exemple.
Mais ailleurs au monde, c'est relativement rare d'avoir le même niveau d'accès et support qu'on a ici. Ça, on vit vraiment un type de rêve. Comme chercheur, surtout, je suis capable de faire des choses ici, je peux pas faire ailleurs. En termes de recherche comparative, qu'est-ce qui se fait sur la planète? C'est une grande question. Une petite mini-question. Je pense que chaque pays a leur priorité un peu différente. Une des questions qui est relativement pertinente partout maintenant, c'est comment livrer les services dans une façon fiscalement faisable. Souvent, c'est des questions de quels services sont des meilleurs pour le prix plus bas, mais avec le plus grand effet pour le client. C'est pas différent ici aussi. On fait ce type de recherche au Québec aussi. Le développement de technologies, par exemple, en Asie, je trouve très intéressant parce que plusieurs de nos aides, des loupes, par exemple, sont produits à l'Inde ou en Chine. Ça veut dire le prix pour ce type d'aide est beaucoup plus bas qu'ici. Quelque chose ici, on paye 40 $, ça coûte 20 cents là-bas. So, faire une intervention et donner des aides à quelqu'un en Asie est beaucoup moins cher. Le prix, c'est la distribution, de transport des choses de la place où c'est produit jusqu'aux utilisateurs. C'est aussi une grande partie des prix qu'on paye ici quand les trucs arrivent à l'Amérique du Nord. So, des priorités sont souvent décidées par la situation locale. Vous êtes quand même, c'est un univers très petit. J'imagine que vous vous connaissez tous à quelque part. Est-ce qu'il vous arrive de faire des recherches en collaboration avec d'autres pays sur un même sujet ou est-ce que vous pouvez bénéficier des données d'un et l'autre? Le domaine de la déficience visuelle est relativement petit et aussi on a les mêmes problèmes partout au niveau des financements, par exemple. Ça veut dire une des solutions pour augmenter notre effet, c'est de collaborer et de diviser un peu les tâches. On a quelqu'un en Europe qui travaille sur un certain aspect d'un problème d'agrandissement optique peut-être et leurs résultats sont impliqués et utilisés dans un projet qui se déroule à Toronto. Après, on va l'essayer à Montréal si ça fonctionne avec des clients parce que j'ai accès libre aux clients pour l'essayer et personne n'a besoin de travailler en isolation. Comment cette collaboration, elle est entretenue? Parce que vous êtes multisite, j'imagine qu'il y a des congrès où est-ce que vous avez l'occasion de vous rencontrer? On a des réunions à peu près 1-2 fois par année. Ça dépend un peu aussi de mon budget de voyage, parce qu'en théorie, je peux voyager chaque semaine quelque part, mais je suis sûr que l'université va avoir des problèmes avec. La limite, souvent, c'est l'argent, mais on essaie de aussi partager nos connaissances par publication. Si on n'a pas l'opportunité de se rencontrer, on va publier nos résultats, tout le monde peut les lire sur le web. J'imagine que vous utilisez la technologie aussi pour communiquer plus aisément entre vous. Oui, on a des réunions électroniques. Souvent, on a plusieurs des logiciels qui sont basés sur le web pour organiser des réunions en groupe. Ça a changé vraiment la façon de collaborer. Présentement, je suis partie d'une équipe canadienne. On a des membres au travers de tout le pays, au travers de 4 zones de temps. Et on a des réunions qui se déroulent chaque lundi après-midi pour s'organiser, qui fait quoi, comment. Ça a changé vraiment la façon de travailler. Vous avez certainement remarqué des retombées également plus rapides ou plus complets? C'est plus facile de faire le transfert de connaissances parce que maintenant, si on a un développement de nouvelles façons qui a démontré un effet, je peux immédiatement communiquer avec mes équipes ailleurs. Ils peuvent l'essayer, introduire à leurs cliniciens et on peut changer le comportement clinique plus vite. Parlant de transfert de connaissances, est-ce qu'il y a une belle relève au niveau de la recherche dans votre domaine? La réponse courte, on cherche toujours. Je pense, moi, je vais être beaucoup plus heureux si j'ai me doublé plusieurs fois pour assurer qu'en 30 ans, ça va être porté appropriément. Je pense surtout le grand calcul, c'est la vague des baby boomers parce que les besoins vont augmenter.
Et ça veut dire qu'on a besoin aussi d'augmenter nos ressources et ça inclut des chercheurs. So, si vous êtes là quelque part, vous avez des intérêts, trouvez-nous parce qu'on va parler. Qu'est-ce qui vous motive à tous les jours? Ça fait 18 ans que vous êtes dans ce milieu-là. Qu'est-ce qui motive Walter Wittich à tous les jours à travailler dans sa recherche sur la déficience visuelle reliée au vieillissement? Surtout quand on vient du domaine de la danse. Oui. Ouais, je pense là, on a comme un mini éventail des motivations parce que c'est pas juste qu'une chose. J'adore travailler avec mes étudiants. Ils sont vraiment excités par leur avenir, par leur découverte. J'ai un groupe de collaborateurs et des collègues qui sont extraordinaires, qui sont très, très talentueux. Mais surtout, passer du temps avec nos clients et nos participants et de voir directement l'impact de notre travail sur leur fonctionnalité, c'est probablement la partie la plus importante parce que je peux voir immédiatement l'effet de nos recherches sur leur visage quand ils sont capables de faire quelque chose. Il y a 3 heures, ce n'était pas possible. Ça, c'est probablement le grand motivateur central. Quels sont les plus grands défis qui vous attendent? C'est probablement pas surprenant que c'est l'argent et le temps. Si dans un monde idéal, si vous voulez, les jours ont à peu près 29 heures et on passe beaucoup de temps en recherche de demander l'argent, d'écrire des demandes de fonds, de justifier pourquoi on fait, qu'est-ce qu'on fait. Et ça absorbe beaucoup d'énergie. Ça, c'est définitivement un défi très grand. Je ne suis pas toute seule avec ce défi-là, mais c'est important de justifier pourquoi on fait, qu'est-ce qu'on fait, mais parfois je suis fatigué avec ça. Vous avez reçu récemment un prix dans le cadre d'un congrès. Quel est ce prix que vous avez reçu? On a une compagnie, une conférence dans les États-Unis, ça s'appelle Envision. Et Envision a décidé de donner un prix chaque année pour un chercheur au milieu ou fin carrière pour apprécier l'impact de leur type de recherche. Et cette année, j'étais très honoré de recevoir ce prix, surtout pour mes recherches en surdicécité et déficience visuelle. C'était très excitant parce que je suis seulement le 2e Canadien de recevoir ce prix. Et ça me donne aussi un moment d'approbation externe, si vous voulez, que je suis sur la bonne route. Voilà. En fait, votre plus grand rêve? Je pense, pour faciliter ma vie et pour être complètement centré sur moi, si on trouve quelqu'un qui décide de subventionner un chaire de recherche à l'Université de Montréal en déficience visuelle, spécifiquement, ça va changer la pression de productivité parce que présentement, on travaille sur les deux côtés. On cherche l'argent et on va produire la recherche en même temps. Si cette côté de pression de chercher l'argent est réduite, je suis sûr que le même moment, la productivité de recherche va augmenter. Et d'avoir un chaire qui est dédié à ce type de recherche va aussi valoriser le besoin de la déficience visuelle comme une idée centrale dans le contexte de vieillissement. Je ne suis pas toujours sûr que le public en général comprend l'impact et l'importance de s'occuper de la personne âgée avec une déficience visuelle. Et nous, en recherche, on essaie de vraiment changer leur vie et leur avenir. Dr. Walter Wittich, professeur, chercheur à l'Université de Montréal, merci infiniment d'être venu à notre micro et on va sûrement vous réinviter pour en connaître un peu plus sur vos recherches. Merci infiniment d'être venu. Merci.